It's really a pleasure to be part of this conversation. I am joining in as a co-chair, a coordinator of the Track Change Initiative, and together with the Sparrow and a group of other members from non-governmental organizations, activists, and academicians from across the world. We discuss and research the language of the so-called international development. So the so-called language of international development and health cooperation. So in this subgroup, our primary role is to find out some of the problems with languages when it comes to communicating international development and health cooperation. We believe that the way we speak about concepts affects how we think, how we feel, and how we act on them. We discuss many terminologies, we discuss many concepts, but on this occasion, we are discussing a specific terminology called aid, development aid. That is the assistance that countries, poor countries in the developing world, like in Africa, they receive from rich countries in the global north, countries like France, Britain, and Germany. So we are part of a bigger initiative. That bigger initiative is what now we call the Kampala Initiative. The Kampala Initiative is a democratic civil society community. We are over 80 independent critical thinking activists and over 90 organizations from the global south and also the global north. And we aim to decolonize health cooperation, decolonize the critique of aid, and decolonize the promotion of solidarity. So what we do at Kampala Initiative is to work on a larger calling than the Track Change Initiative. So we decolonize health cooperation, not just terminologies and concepts, but we look at more things that are affecting how countries cooperate in terms of promoting health and also how to promote solidarity. So the Kampala Initiative is that democratic space. Anyone can be a member. We convened it with a few partners, but it has since grown to now more than 90 organizations. And we have a charter, a declaration where any person who wants to join and become a member signs up and becomes a member, and they can be assigned in one of the groups. So there are other two more groups beyond the Track Change Initiative group. The other group is one that deals with programs. And the other group is now the SG, what we call the steering group. It's more or less like a secretariat. It helps in coordinating overall what we do. So in brief, that is what the Track Change group is, and also what the Kampala Initiative is. So thank you very much once again for joining this conversation. And you will have moments where we shall open up and you'll ask questions, and we will be happy to respond to them as the panelists. So I come to the end of my introduction and hope you enjoy this conversation. Alors, merci bien, merci Spiro, merci à tous et merci aux organisateurs du panel qui nous
savez déjà, j'ai à vous entretenir sur l'aide au développement, voilà, et les terminologies dans le contexte béninois. J'ai élaboré un plan qui parle de l'introduction, les terminologies, le développement de contexte béninois, les limites, mais aussi les approches de solutions et l'accompagnement. Alors, il convient de dire que les pays du Sud qui sont orientés voilà, vers l'aide au développement, qui constitue pour eux un apport financier à part des pays pauvres, est normalement destiné à rééquilibrer les balances. Alors, plusieurs décennies sont passées pour la mise en œuvre de cette aide au développement. Mais les disparités au sein des pays du Sud sont de plus en plus criardes. Alors, la question que nous sommes en droit de nous poser aujourd'hui est de savoir est-ce que l'aide au développement aide vraiment les États concernés, c'est-à-dire les pays du Sud, et quelles sont les alternatives par rapport à cela si éventuellement l'aide n'aide pas vraiment les pays. C'est à cela que notre développement de ce jour va se consacrer de façon très succincte. Alors, la première partie est consacrée à l'historique. Voilà. Comment est-ce que c'est parti? Il faut déjà savoir, dans le premier temps, que le terme aide au développement est apparu dans la période de la décolonisation. Au cours des années 1950-1990. Alors, c'est devenu une institution internationale de premier plan avec pour maintenir l'influence des anciennes métropoles sur les colonies dans un contexte géopolitique de domination. Au départ, l'aide au développement devait parvenir à rééquilibrer les niveaux de développement des pays pauvres. À cet effet, les moyens mobilisés devaient servir à adresser les problèmes dans les secteurs infrastructurels, notamment par rapport à la faim, à la préservation de la santé et l'éducation des peuples essentiels. Ce qu'on a constaté dans cette période, c'est que la démarche de l'aide au développement était clairement d'acter le développement durable, car on soutient les pays riches. Mais alors, ce qui a été constaté au fil du temps, c'est que l'aide publique au développement émise par les membres du comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et développement économique s'est élevé au historique de 161,2 milliards de dollars US en 2020, soit une augmentation de 3,5% par rapport à 2019. Alors, l'augmentation, d'accord, qui a eu est exprimée, peut se comprendre, voilà, justement, par rapport à la période de la COVID-19, où les pays du Sud avaient essentiellement besoin de ressources que les chances que, voilà, justement, les pays riches apportaient pour pouvoir soutenir les difficultés liées aux questions de santé. Alors, l'aide au développement, comment ça se matérialise sur le terrain? L'aide au développement se matérialise à travers les organismes tels que la Banque mondiale, l'Agence française de développement, le Fonds international pour le développement agricole, la Banque africaine de développement et beaucoup d'autres institutions. Et donc, ces institutions-là sont chargées de la mise en œuvre de certains plans qui ont été élaborés. Vous voyez? Alors, par rapport au plan qui a été élaboré, on constate essentiellement que de 2015 à 2030, d'abord, dans le premier temps, il faut dire que ces fonds ont été injectés alors de 2000 à 2015 à travers les objectifs du millénaire pour le développement qui sont regroupés à au moins que je n'ai pas cité ici pour ne pas allonger mon test. Mais comme vous le savez déjà, c'est pour adresser les questions liées à la haute disparité relatives à la santé, à l'éducation, à l'accès à l'eau, à l'accès à l'énergie et bien d'autres. Alors, à partir de 2015, les données ont changé. Nous sommes passés des OMD aux ODD qui ont pour échéance 2030 et repartis en 17 points. Cette fois-ci, les questions d'ordre numérique, les questions d'énergie, les questions d'égalité du genre ont également été associées à tout ceci. Alors, au niveau du deuxième point, il s'agit de
comprendre les terminologies de leur développement dans le contexte péjoratif. C'est cela qui nous réunit ici, justement. Alors, en termes de développement, en termes d'aide au développement, il faut préciser qu'il n'y a pas de terminologie propre au Bénin. Il n'y a pas de terminologie propre au Bénin parce que nous sommes dans un contexte de globalisation où les termes sont harmonisés à l'échelle mondiale. Et donc, les mêmes terminologies employées au niveau international sont valables au Bénin et il convient d'en rajouter quelque chose, à savoir le développement proprement dit. C'est une terminologie qui revient plus souvent. Les gens ne comprennent pas ce que cela veut dire. Alors, c'est l'ensemble des apports, c'est l'ensemble des aides financières qui sont prévues au budget d'un État, par exemple la France, par exemple, pour être transférées aux pays en voie de développement, ou les pays du Sud. Alors, le terme aide au développement et également aide publique au développement sont des termes similaires. Ou dire que ce sont des termes qui veulent dire la même chose. Vous voyez? Ce sont des termes qui veulent dire la même chose. Alors, nous sommes allés chercher une définition plus élaborée selon le comité d'aide au développement de l'OCDE qui explique que l'aide publique au développement comprend les dons et les prêts préférentiels prévus au budget transférer des pays développés vers les pays en voie de développement. Alors, les mots comme dons, prêts, politiques de développement sont revenus plus souvent. Mais comment est-ce qu'on peut les comprendre? Alors, les politiques de développement, qu'est-ce que c'est? Les politiques de développement, ce sont des mécanismes qui sont mis en place par les États pour réduire les inégalités entre les concitoyens afin d'atteindre le mieux. Alors, les politiques de développement sont élaborées au niveau de chaque pays. Chaque pays décide, voilà, chaque pays élabore selon sa feuille de route, selon ses besoins, ce qu'il entend adresser comme problématique sur une période donnée, c'est-à-dire sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Et donc, au nombre, voilà, au nombre des avantages de l'aide au développement, nous avons par exemple le don. Qu'est-ce que c'est que le don? Le don, c'est l'action de donner de manière désintéressée sans espérer une contrepartie. Voilà. Après le don, on va parler du prêt, qui est un contrat par lequel quelqu'un remet quelque chose à quelqu'un qui doit être remboursé selon des termes préalablement définis. Évidemment, au nombre de développement, nous constatons qu'il y a des États, qu'il y a des organismes de bailleurs financiers qui octroient soit des crédits, voilà, ou des prêts à des nations pour pouvoir les injecter dans le domaine donné, ou par exemple, qui font des dons d'infrastructures, des écoles, des infrastructures liées à l'eau dans les pays en voie de développement. Ces choses sont reconnues, sont constatées très souvent. Alors, pour aller plus rapidement, nous allons parler par exemple du développement durable, qui est l'ensemble des mutations économiques, sociales, sanitaires, éducatives et démographiques liées à une démographie donnée. Les pays en voie de développement, lorsqu'on parle de développement, on entend souvent ces mots, les pays pauvres, les pays riches, le budget, la politique extérieure. Alors, les pays en voie de développement sont tout simplement des pays du Sud. Ça veut dire tout simplement les pays du Sud qui ont des difficultés à pouvoir franchir le pas par rapport aux normes qui sont établies sur les domaines tels que la santé, l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation et puis d'autres facteurs. Les pays riches, évidemment, ce terme désigne les pays européens, les pays américains, tout simplement les pays du Nord, qui sont vraiment ces pays-là qui se constituent pour pouvoir apporter de l'aide aux pays du Sud. Alors, pour ne pas épiloguer sur cet aspect, je souhaite qu'on discute en un troisième point des limites. Il convient de pouvoir revenir dessus pour dire déjà qu'il existe différents types d'aide. Nous avons l'aide bilatérale, qui est l'apport d'un pays à un autre. Par exemple, la France, qui apporte de l'aide au Bénin, c'est un exemple d'aide bilatérale. Nous avons également les aides multilatérales. Les aides multilatérales, c'est l'apport de gros bailleurs internationaux à un État. On peut citer par exemple la Banque mondiale, le FIDA, l'OMS ou l'Union européenne qui se constituent pour apporter de l'aide par exemple à un pays dans un domaine donné. On va parler là d'aide multilatérale. Alors, les limites
généralement, il est constaté que l'aide ne cible pas toujours les domaines voulus par le demandeur. C'est-à-dire que le demandeur a des besoins plus précis sur tel domaine, mais l'aide n'adresse pas forcément ce domaine. Alors, le second aspect, c'est que l'aide n'est pas forcément à la taille des besoins exprimés. Je suppose que le Bénin a besoin de financement de 10 milliards de dollars, par exemple, pour adresser des questions liées au coronavirus, mais il n'en trouve que peut-être 2 milliards de dollars. Et donc, dans ce cas d'espèce, on peut dire que l'aide n'atteint pas la taille des besoins exprimés par les pays concernés. Sur un autre aspect, on va dire que l'aide ne prend pas toujours en compte des politiques internes des pays. Alors, sur la base des programmes des différents bailleurs internationaux, sur la base des objectifs de développement durable, ces pays-là élaborent déjà des programmes qui sont soumis aux différents pays, mais qui peut-être, dans tous les cas, ne tiennent pas compte des réalités de ces pays-là. Voilà. L'aide ne va pas toujours au bénéficiaire final. Parfois, on voit un projet aller à son terme, mais le taux d'exécution n'atteint pas souvent ce qui est prévu. Ce qui fait qu'on doit, par exemple, repartir sur on doit reprendre, voilà, ou allonger, ou rallonger les périodes, comme on le constate par rapport aux OMD, qui ont eu 15 ans d'action, qui sont passés maintenant aux OMD, qui ont encore 15 ans d'action. Après 30 ans, après les 2030, on verra ce qui viendra après. Alors, après, porte atteinte à la souveraineté de l'État. Je le dis comme ça, pourquoi? Parce que il y a des questions qui relèvent de la souveraineté de l'État, telles que des questions de santé, des questions d'éducation, qui nécessitent que les États eux-mêmes, en raison de leurs besoins, de leurs profondes aspirations, et également en fonction de ce qu'elles souhaitent pour le peuple, puissent vraiment adresser ces questions-là. Mais le fait que ces pays reçoivent de l'aide dans ce domaine, ça impacte forcément la souveraineté de ces États qui, en crise, n'ont plus forcément les coudées franches de pouvoir décider dans ces secteurs-là. Alors, après avoir fait ce historique et montré comment est-ce que les terminologies de l'aide, mais aussi les limites, il convient d'apporter des solutions. Alors, j'ai fait quelques esquisses de solutions ici qui sont limitées en partie au crowdfunding, qui est un financement participatif qui est très connu dans les milieux numériques, dans les milieux de l'écosystème numérique, justement. C'est un thème qui a beaucoup employé ces dernières années pour évoquer le financement participatif à travers Internet que les gens peuvent faire afin de pouvoir soutenir un projet. Alors, ce type de financement peut être utilisé également par les pays pour permettre d'injecter de l'argent dans un secteur donné pour pouvoir changer la donne dans ce pays-là. Alors, l'autre aspect, l'autre proposition que je fais ici, c'est la participation de la diaspora à l'investissement local, qui est très important. Alors, selon le nouveau Migration and Development Brief, alors 42 milliards de dollars ont été envoyés en 2020 par la diaspora d'Afrique subsaharienne à leurs familles restées sur le continent, donc 48 milliards de dollars en 2019. Donc, il faut remarquer à travers ces chiffres que la diaspora africaine en Europe contribue à un fort taux à l'investissement au niveau local, même si ce n'est pas pour les initiatives dans les activités, ils envoient de l'argent à leurs proches pour régler tel ou tel besoin. Et donc, cette diaspora-là peut être mobilisée en termes de ressources financières, en termes de ressources humaines, puisque la plupart vont étudier dans d'autres pays, pour pouvoir participer au développement des pays, histoire de pouvoir s'autonomiser par rapport aux questions d'aide. Le troisième aspect qui est pour moi un aspect très capital, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est tout simplement la bonne gestion des ressources naturelles, humaines et surtout financières d'un pays. Et c'est cela qui induit le développement. Pour avoir très peu, lorsque vous en faites une très belle gestion et vous voulez l'affecter aux domaines prioritaires, aux domaines qui en ont besoin, vous êtes sûr de pouvoir atteindre des objectifs voulus. Et donc, il convient aujourd'hui au pays, et surtout dans le contexte béninois, de pouvoir faire preuve de bonne gestion. C'est ce qu'on constate d'ailleurs depuis 2016, où
avec l'arrivée du nouveau gouvernement et à la tête du pays pour pouvoir changer tout ce qui se passe actuellement. Alors, pour finir, il n'est pas sur le temps en conclusion. Alors, je peux dire que si depuis toutes ces années, l'aide n'est pas de nature à faire changer de paradigme aux États africains, il convient clairement aujourd'hui d'envisager des approches basées sur l'autofinancement. Cela pourrait être la voie du salut pour les peuples africains. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Spero. Ça m'a fait grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui ou non? Très bien. Oui? Okay, très bien. Alors, peut-être vous donner, de parler un petit peu de la décolonisation dans le domaine de la santé mondiale. Je ne vais pas vous donner, j'imagine que la plupart de vous sont déjà très au courant de tous les enjeux, de toutes les questions qui sont présentes dans ce domaine. Alors, je ne vais pas être compréhensif. Plutôt, je vais vous présenter quelques débats ou quelques questions ou quelques thématiques qu'on aimerait qu'on suive dans les débats, dans les questions qui vont à suivre. Alors, c'est vraiment juste quelques petites questions que moi j'ai et je vous offre ça comme pour alimenter après. Alors, les questions fondamentales pour moi sur la décolonisation, c'est les questions du pouvoir décisionnel. C'est qui décide? Et je crois que le problème avec la santé mondiale actuellement, le système de la santé mondiale actuellement, c'est le pouvoir décisionnel, c'est très, très loin de nous. C'est souvent aux capitales européennes ou en Amérique du Nord. Et la question de la décolonisation, c'est vraiment de rapatrier ce pouvoir décisionnel. Mais ce n'est pas seulement ce volet-là, c'est un volet très, très important. Mais l'autre volet aussi, c'est un développement d'instances étatiques ou collectives locales qui sont plus fiables parce que on doit rapatrier ce pouvoir aux instances où on pourrait avoir un peu de confiance. Souvent, ce n'est pas le cas. On ne voit pas que les instances qui sont présentes actuellement ne sont pas nécessairement fiables ou ne nous représentent pas. Alors, il y a aussi une question de développer ces instances locales qui reflètent mieux la volonté de nos collectivités aussi. Alors, il y a ces deux volets à suivre lorsqu'il y a une question de décolonisation. Alors, moi, je vais parler de 3 thématiques et je vais vous poser quelques questions et j'espère que ça va alimenter nos débats après aussi. Alors, la première question, c'est la décolonisation et la couverture sanitaire universelle. C'est une phrase qu'on entend souvent ces jours-ci et c'est une question très importante. C'est vraiment pour améliorer l'accès aux services de la santé, surtout pour les soins urgents, soins d'urgence. Il y a plusieurs aspects à aborder sur la question de la couverture sanitaire universelle, dont le financement. Le financement est une partie assez importante, mais je vous pose quelques questions sur cet aspect-là et vous en connaissez déjà, c'est sûr, mais c'est vraiment pour alimenter nos débats. Alors, le premier, c'est comment est-ce que les pays auront la marge de manœuvre fiscale autonome? Michael a déjà parlé un peu d'autonomie. Alors, c'est vraiment cette question de rapatrier l'autonomie. Mais comment est-ce que les pays auront la marge de manœuvre fiscale autonome qui est très difficile? Cette autonomie est très difficile étant donné la structure de l'économie mondiale. Alors, il y a toujours la question des économies qui sont axées vers l'exportation de 1 ou 2 produits seulement, ça devient difficile d'avoir cette autonomie. Il y a aussi de plus en plus des limites environnementales qui sont de plus en plus habitantes à l'exploitation des ressources naturelles. Alors, on ne peut pas continuer, on voit avec les crises, le changement climatique et tout ça, qu'on ne peut pas continuer dans la voie actuelle. Alors, comment est-ce qu'on pourrait avoir le moyen de trouver cet autofinancement?
Mais ce n'est pas juste une question d'une réponse locale, il y a aussi la question de structure mondiale aussi. Alors, quelle révolution? Et je vais oser dire le mot, c'est vraiment une révolution qu'il faudra dans cette structure économique mondiale pour permettre le financement autonome de ce soin. Alors, ce n'est pas juste un changement local, mais comment est-ce qu'on, parce qu'on n'est pas isolé, il y a des commerces, il y a des échanges avec nos voisins, un pays n'est pas isolé. Comment est-ce qu'on change la structure de nos échanges avec les autres pour qu'on puisse avoir ce pouvoir décisionnel ou pouvoir d'autofinancement? Et comme quelqu'un qui fait partie du mouvement populaire pour la santé au Canada, les questions est très importante pour moi. Quelle est la responsabilité de la solidarité entre mouvements transnationaux pour que les pays, surtout à faible revenu, reconquérissent cette autonomie locale? Alors, ce n'est pas juste une question de changements locaux ou changement de structure économique mondiale, mais il y a aussi des échanges entre les peuples, des échanges de solidarité et collaboration qui sont aussi très importants. Et dans un monde parfait, ça remplacerait l'aide internationale comme le système qui existe déjà, ces échanges solidaires. Ils remplaceraient le système d'aide internationale. Alors, ce sont quelques questions lorsqu'on parle de la décolonisation et la couverture sanitaire universelle et le financement de la couverture sanitaire universelle que je vous pose. La deuxième question, la deuxième thématique que je vais aborder, c'est la décolonisation et l'accès aux médicaments essentiels. Il y a toujours cette question de base, c'est qui décide? La décolonisation, la question de la décolonisation, c'est qui décide? Alors, qui décide l'accès aux médicaments essentiels au monde actuel? Je vous cite cet article qui est apparu dans le Lancet Oncology le mois dernier, au mois d'octobre, et ils ont parlé de beaucoup de choses dans cet article, mais je vous donne l'exemple de rituximab, qui est considéré comme un médicament essentiel contre le cancer. Et ils ont sondé beaucoup d'oncologues dans plusieurs pays à travers le monde, et ils ont constaté que la disponibilité universelle de ce médicament, qui est dit essentiel, est à 78% dans les pays à revenus élevés, mais seulement à 9% dans les pays à faible revenu. Alors, ça, ce n'est pas naturel. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est juste arrivé comme ça. Ça, c'est un résultat de beaucoup de décisions au fil du temps et ça, c'est le résultat de ces décisions. Alors, on peut aussi décider de changer ça. Et c'est devenu aussi très évident. Je n'ai pas besoin de vous raconter cette histoire, mais vous connaissez tous l'histoire pendant la pandémie de la COVID-19, la résistance à la dérogation de l'ADPIC, le TRIPS, la dérogation de brevets pour faciliter l'accès au vaccin mRNA. Ça, c'est un symptôme d'une maladie assez profonde dans notre système mondial de commerce et des échanges. Et pour moi, comme un résident citoyen d'un pays riche, il me semble que le gouvernement de nos pays riches sont devenus l'intermédiaire de la volonté des sociétés pharmaceutiques transnationales. C'est pas ma volonté, c'est pas la volonté de la plupart des peuples canadiens, c'est pas la volonté du peuple canadien du tout, mais nos gouvernements sont devenus ça. Alors, comment est-ce qu'on pourrait changer ça? Comment est-ce qu'on pourrait résister ça? Comment devons-nous agir dans la solidarité pour confronter cette emprise des intérêts commerciaux sur le besoin de la santé très, très réelle à travers le monde? Et ça, c'est une question de la décolonisation aussi. La troisième thématique que je vais aborder avant de céder la parole, c'est la décolonisation et les maladies négligées. Et c'est une question qui est très courante aussi, et vous connaissez tous ça aussi, mais comment est-ce qu'il est décidé quelles maladies seront négligées? Alors, le paludisme, le schistosomiase, l'onchocercose. Comme médecin, moi, je sais qu'il y a peu de possibilités de transmission de ces maladies aux pays riches. Hein? Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il y a moins de ressources?
Mais lorsqu'on parle de la COVID-19 ou l'Ebola, il y a un risque plus important de transmission. Alors donc, la mobilisation internationale est beaucoup plus forte. Alors, on voit évidemment c'est une injustice flagrante. Et comment est-ce qu'on devra, nous comme participants aux mouvements sociaux transnationaux, comment est-ce qu'il faut que nous répondre à cette injustice? Et on voit aussi, c'est pas une question juste des infections, mais il y a une augmentation fulgurante des maladies chroniques non infectieuses comme le diabète dans les pays à faible revenu aussi. Et ça aussi, c'est pas un phénomène juste naturel, mais il y a toujours une implication des structures mondiales où les conséquences du colonialisme aussi. Alors, il y a le rôle du commerce mondial, alimenté par les sociétés transnationales qui siègent au Nord, qui siègent aux pays riches, dans les boissons sucrées, par exemple, ou les aliments transformés qui nuisent à la santé, qui nuisent à la santé. Alors, comment est-ce qu'on doit faire face à ce défi-là? Comment est-ce que le pouvoir décisionnel pourrait changer ce déséquilibre? Et qu'est-ce que nous devrons faire comme personnes solidaires aux mouvements sociaux transnationaux pour confronter cette question-là? Alors, je vais céder la parole. Alors, je reviens à la question fondamentale de la décolonisation. C'est qui décide? Il faut toujours, pour moi, tracer les décisions à la personne ou l'institution finale qui décide pour nous. Il faut vraiment viser cette institution, cette personne-là et essayer de rapatrier le pouvoir à nos communautés. Et la question que je vais vous laisser à la fin, c'est est-ce que c'est vraiment l'aide internationale, même si elle est mieux gérée, qui répond vraiment aux défis dans ce cas? Est-ce que c'est vraiment une aide internationale mieux gérée qui va répondre à ces questions-là? Ou est-ce qu'il faut trouver d'autres solutions? Et pour moi, c'est vraiment la solidarité entre les mouvements qui est la réponse, mais je suis j'aimerais bien savoir c'est quoi vos réponses aussi. Alors, je vais terminer ici, je vais être très bref et je vais céder la parole peut-être à Ludmila. Merci. Yeah, thank you so much for the invitation, for the floor. Apologies for not be speaking French. And if I'm speaking too fast, please let me know and I can slow down. So the premise of the webinar is that the way that we speak about the concepts affect how we feel, how we think, and how we act on them. So it shapes our reality. So I think the biggest contribution to the discussion of reimagining and renaming aid is that it gives us the possibility to reimagine a new world. So yeah, a world that it's based on more equality and more justice between the countries and among people. The language of aid, including words, concepts, discourses, images, harms the international solidarity in many ways. So they perpetuate the ideas that communities in the global south are nothing but poor and without agency. They strengthen this savior complex among people in the global north. And finally, it simplifies in quick solutions that doesn't necessarily address the root causes of poverty, inequality, and violent conflict. But I think one of the most harmful effects is that it removes the aid from these large relations, this large web of relations in the international relations. So the global relations is increasingly complex. It includes countries, intergovernmental organizations, regional blocs, regional enterprises, and philanthropists. And the rules are also increasingly complex, includes trade, migration, and etc.
So with the aid sector just being a small fraction of all of those relations, the people that are a part of it, they barely interact with the rest of the international system. So I think one consequence is that there is a sense of moral superiority, so that people in the aid system are helping, they're doing something that is inherently good. So, but the reality is that most aid donors, they are countries or they are intergovernmental organizations, and they are the very same actors that establish and sustain these predatory relations with countries in the global south to protect their own interests and to advance their economies and their power position in the global system. So as well-intentioned as the aid workers and actors are, the space for challenging and for criticizing these relationships, it's small because the organizations are afraid of losing funding, especially the small organizations. So what's the solution? There's not one simple solution, but a comprehensive approach that can hopefully allow us to promote a global system that's based on more fair relations, just relations, and it's a concerted effort, a long-term plan for working differently. So this approach should include listening to what the communities want and what they need, and partner with the communities to address their challenges and let them shape the narrative. So changing the mentality of those that work inside the sector. So while the sector does mitigate some negative effects of underdevelopment, it still legitimizes and upholds the larger system of predatory relations that maintains the global south countries in the position of submission. So we should also foster a narrative that changes radically, the narrative that radical change is possible, and that means that the aid sector shouldn't perpetuate itself, but aim to take part in creating a world where the sector itself won't be necessary anymore. The aid system should work as a support system and give agency to the local actors as much as possible, instead of just seeing them as beneficiaries. It should speak truth to power, or at least protect the ones that are doing it. And it should shift the power, including decision-making, financial and non-financial resources, to the communities. And it should foster South-South solidarity. UNOY has been contributing to this by decentralizing our own structure to bring decision-making and resources closer to our member organizations. And this is a long-term process that has the potential to really change how the network operates, aiming to be truly member-led and promoting solidarity among young peace builders everywhere. I wish that there was a simple solution. Of course, when we talk about who should lead these processes internally, we talk about communities, but this idea of communities is also not very realistic, because we have different elites, different ethnic, racial, linguistic, etc. groups. So instead of saying what language should be used, I would say what we should focus on is having inclusive processes, because what we have learned is that having inclusive processes, bringing different people to the table, lead to more sustainable agreements than exclusive processes. So I would always say, as much as possible, bringing to the local, more power to villages, more power to municipalities, to the sub-national, and then from the bottom up to national decision-making. That would be an ideal scenario. Oui, merci Spero. Je vais répéter ce que j'ai dit avant. C'est vraiment, il y a deux volets à la décolonisation, d'après moi. Il y a la perspective de ce rapatriement du pouvoir décisionnel, c'est sûr et certain, mais aussi il y a le développement des instances ou des institutions où il y a une représentation réelle, il y a une confiance
que la population a envers ces institutions. Alors, si on n'a pas des institutions fiables et représentatives, le pouvoir décisionnel est rapatrié à des institutions qui ne répondent pas aux besoins de la population et des communautés locales. Alors, vraiment, lorsqu'on parle de la décolonisation, il y a ces deux volets à garder à l'esprit. Alors, oui, le pouvoir local décisionnel doit revenir aux communautés, mais dans les contextes où il y a une fiabilité, où il y a des liens de confiance entre la communauté et l'endroit où le pouvoir décisionnel va rester. C'est sûr et certain que généralement, ça ne peut pas être les élites éduquées, mais ça, c'est pas un... je vais vous dire que ce n'est pas une raison de garder non plus. Alors, juste parce qu'on ne veut pas qu'il y ait ça, que ce n'est pas une excuse pour continuer le statu quo. Alors, il faut vraiment changer, il faut vraiment commencer ce processus de rapatriement du pouvoir décisionnel, mais en même temps aussi soutenir les collectivités locales, les mouvements et les mobilisations locaux d'appuyer leurs efforts et leurs initiatives de bâtir ces institutions fiables. Alors, merci beaucoup, je suis totalement d'accord avec cette façon de voir les choses. Alors, comme je le disais tout à l'heure dans ma présentation, a été une forme de colonisation qui est mise en place dans les années 1960 qui coïncide voilà, justement, qui coïncidait quand même avec la période au cours de laquelle les pays africains, la plupart des pays africains connaissent leur indépendance. Alors aujourd'hui, quand on voit ce que représentent les soins de santé, aussi bien pour les populations, en raison des différentes épidémies qui jalonnent les pays, il est important de pouvoir décoloniser les de santé pour faciliter leur accès. Parce que une chose est ici, il faut le reconnaître, il est très capital quand même pour les peuples, pour les populations, de pouvoir se porter en bonne santé pour contribuer au développement d'un pays. Aujourd'hui, il y a une question de développement durable. C'est sur ça que tous les pays du monde tablent pour pouvoir arriver, parvenir à ce développement durable, pour pouvoir avoir des citoyens en bonne santé. On voit aussi tous le cas avec le coronavirus qui sévit actuellement, et toutes les difficultés que les pays, les citoyens peuvent rencontrer. Alors, quand on quitte ce volet, on voit tous les autres volets, essentiellement l'accès à l'eau, à l'éducation, et pour le reste, la santé représente le point central ou la problématique centrale qu'il faudra adresser pour pouvoir avoir accès à tous les autres. Donc, il est très important de pouvoir décoloniser. Décoloniser, ça non pas aussi bien par les soins de santé, c'est-à-dire ça passe également par l'accès, parce que c'est à cela que nous travaillons au sein de PHM, comment favoriser l'accès des populations aux soins de santé à la base, puisque la grande masse des difficultés à pouvoir accéder aux soins de santé, surtout dans les hôpitaux privés qui se développent de plus en plus. Et tout porte à croire que ces hôpitaux-là fonctionnent un peu pour faire du commerce, alors que les questions de santé sont des questions de souveraineté, sont des questions qui déterminent même, qui sont au mieux pas avec le développement d'un pays. Un citoyen en bonne santé travaillera pour pouvoir protéger son pays, travaillera pour se développer lui-même et pour contribuer au développement de son pays. Donc, je rejoins ce qui a été dit par Christiane Walker,
qu'il faudra vraiment décoloniser les choses de santé, surtout en Afrique de l'Ouest, surtout, pour que voilà, toutes les populations, que ce soit les plus riches, les moyens riches, puissent tous avoir accès aux choses de santé. Et c'est cela même le cas du développement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'intervention de Christian Becker. Je ne crois pas qu'on peut juste avoir une copier-coller, une copie conforme des institutions qui répondent aux besoins de santé aux pays riches au nord, parce que le contexte sanitaire local doit primer sur tout ce qui sur la réponse qui est requise. Alors, le système doit répondre vraiment aux besoins locaux, et donc ça veut dire que la structure, les processus, les procédures, les ressources humaines, les ressources financières, tout ça, ça va être très différent d'un endroit à l'autre. Alors, avoir cette capacité de tailler ou de façonner le système, l'organisation des soins de santé localement est très, très important. Ça exige beaucoup, c'est un processus assez long, ça demande une mobilisation, une participation communautaire, mais juste, on ne peut pas juste copier ce qu'il existe ailleurs, parce que ça ne répond pas aux réalités sur le terrain. Et moi, je vois ça souvent lorsque je travaille avec beaucoup d'organismes, y compris Médecins sans frontières, et imposer le système ou le fonctionnement occidental dans un pays qui a des priorités ou des priorités différentes, ou une réalité sanitaire qui est très, très différente, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Alors, il y a cette question de renforcer la capacité de nos propres mouvements, de nos propres communautés, de bâtir les institutions de la santé qui sont vraiment à nous, ça appartient à nous. Alors, c'est notre droit et c'est vraiment notre droit d'avoir des soins de santé qui répondent à nos besoins. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on s'engage. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie de faire ça. Alors, cette mobilisation populaire est aussi importante. Et c'est souvent difficile parce qu'on ne pense pas aux soins de santé que lorsqu'on est malade, vraiment. Si on est en santé, on ne pense pas vraiment à nos besoins sanitaires en avance, mais il faut vraiment encourager les gens de voir les hôpitaux, les cliniques, les soins primaires, les soins communautaires, les travailleurs et travailleuses communautaires de la santé comme une ressource communautaire, une ressource qui nous appartient. Et mobiliser les gens de s'impliquer pour bâtir ce système de soins de santé. Thank you. Yeah, I mean, I won't go too much into decolonizing health because it's not my field of work, but I think what is most important, in my opinion, and I think with the COVID-19 crisis, what we see is that our global system is so interconnected. One health crisis is able to impact our economies, the way that we socialize, migration. A lot of the challenges that we're facing right now is not being able to do face-to-face activities with our global youth because they're not able to travel. Even if they're vaccinated, sometimes their vaccines are not accepted here in Europe. I would just give you time to translate so it doesn't become too much. Yeah, so I think that when we talk about decolonization, it's not just giving back power
to certain territories, but it's give the power to the people of those territories. And I think that in the place that we occupy in the global north, in Europe, in North America, stand in solidarity. The people should stand in solidarity with the people in the global south, because our systems are so integrated that there's absolutely no way that we can live in a system that it's unfair, that it's exclusionary, that it's oppressive, and it won't come back to us. I think health is just one element. I think climate change is also another very interesting entry point to watch this interconnectivity. And I think it's just a moral duty of us to support, to stand in solidarity, and to really see each other as peers, and not just go beyond those differences that tell us apart, but really see the people from the global south as our peers, more than we identify with our own national identity or our own governments. Merci beaucoup. Merci déjà de l'associer PGMBN à cette initiative. Alors, il faut dire que le nouveau narratif, c'est de pouvoir aujourd'hui, en termes d'aide au développement, justement, la thématique que j'ai particulièrement abordée, fait comprendre aux États aujourd'hui qu'il faille actionner aujourd'hui certaines gouvernances assez sur les résultats. Il est très important pour aller vers cela, parce qu'une chose est d'avoir les ressources. Quel que soit le type de ressources que vous avez, quand vous en faites une bonne gestion, d'accord que ça n'atteindra jamais les résultats. Et donc, il est important pour les pays aujourd'hui de pouvoir reconnaître cela, indépendamment de ce que l'aide au développement n'apporte pas le développement en réalité. Parce que je donne un simple exemple, un enfant qui continuera toujours à tendre la main à ses parents pour prendre le petit déjeuner ne va jamais s'autonomiser en fait. Donc, l'autonomisation parle du fait qu'on prend une décision. Ça part d'une décision qu'on prend, et à partir de cette décision, on met les actions qu'il faut pour pouvoir arriver pour atteindre les objectifs. Et donc, il revient aujourd'hui au pays africain, dans le pays en particulier, de prendre des décisions, de pouvoir travailler en synergie avec les pays du Sud et de pouvoir vraiment toucher les domaines sensibles, aujourd'hui, puisque les questions d'éducation et de santé restent des questions basiques que les pays du Sud ne sont pas encore arrivés à adresser, alors que nous pointons vers deux horizons où des questions ayant à voir avec l'intelligence artificielle et bien d'autres deviennent d'actualité. Alors, pour cliquer sur la question de la santé aujourd'hui, il est important que le combat que nous menons toujours et jusqu'à présent puisse quand même se concrétiser, c'est-à-dire que les questions de santé puissent être accessibles aux populations à base, ce qui est capital, parce qu'aujourd'hui, il s'agit carrément d'une privatisation et d'un monopole en fait du privé sur les soins de santé. Et une bonne nouvelle pour finir, c'est qu'au Bénin, désormais, le gouvernement décide que tout le monde puisse avoir l'assurance santé, voilà, l'assurance santé qui est mise en œuvre à partir du mois de novembre, que ce soit ceux qui sont dans le secteur public, qui travaillent pour l'État, ceux qui sont dans le privé ou ceux qui sont des indépendants. Donc, je pense que c'est une action qui aidera désormais à pouvoir vraiment faciliter l'accès de santé à toutes les populations, que ce soit dans le monde rural, que ce soit en ville. Oui. Merci, Spero. Oui, pour moi, le nouveau narratif, c'est quelque chose qu'on commence à utiliser au Canada lorsqu'on parle des conséquences de la colonisation ici et le sort des peuples autochtones et le défi qu'ils ont par rapport à la santé. Et c'est vraiment de confronter le modèle, ce qu'on appelle le modèle de déficit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a un problème, il y a toujours un problème, c'est un problème avec leur communauté, il y a un problème avec ça, il y a un problème avec ça, et vraiment de culpabiliser la communauté. Alors, je crois que la même chose, il faut vraiment arrêter de cette culpabilisation ou de toujours se concentrer sur ce qui ne va pas à la santé mondiale. Il faut vraiment changer le narratif et dire, mais pourquoi est-ce que les institutions qui ont le pouvoir, les banques mondiales, les gouvernements riches, pourquoi est-ce qu'ils continuent de permettre
ce système-là. Alors, la responsabilité, la culpabilité, c'est vraiment ailleurs. Et de vraiment de se concentrer de tout qui va, les atouts, les forces, la résilience des peuples ici au Canada avec les peuples autochtones, mais aussi à travers le monde, et de vraiment se concentrer de tout ce qui va bien et de renforcer ça, de soulever ça et de bâtir ça. Alors, pour moi, ce sont les deux choses dans un nouveau narratif. Il faut vraiment changer le focus, il faut changer où on vise nos actions et nos perspectives et de re-encadrer le problème dans une perspective qui vise plutôt la justice et non pas la charité ou l'aide. Thank you. Yeah, I think that besides the ones that I indicated in my contribution, I would focus on the processes. When we talk about development, so much emphasis is on the output and on the outcomes. But this is how we perpetuate processes that are not inclusive and that don't take into consideration local realities and local perspectives. From the moment that we focus more on the process, we will have more inclusion, we will have the local perspectives, the local knowledge and needs and expectations being reflected in whatever output we're talking about. And that's how we will, I believe, slowly dismantle the systems that have been created in the past few centuries.